Madame, monsieur, bonsoir. Il va y avoir du sport comme tous les mardis. Il va y avoir de l'athlétisme ce soir, un des sports rois des Jeux Olympiques, un des sports qui nous a fait longtemps rêver, qui a vu beaucoup d'athlètes algériens être couronnés au sommet des grandes compétitions mondiales, les championnats du monde, et bien sûr la plus belle des compétitions d'athlétisme, puisque déjà l'athlétisme, les spécialistes l'appellent l'épreuve reine des Jeux, avec un pic d'audience à chaque fois qu'il y a des Jeux pour le 100 mètres, généralement, qui est l'épreuve reine de cette compétition. On va parler de l'athlétisme algérien. Et est-ce que l'athlétisme va retrouver ses années et ses heures de gloire? C'est le débat en question de ce soir, en marge d'un séminaire qui s'est déroulé ce matin à l'ISTS, l'Institut de technologie du sport, où il était question justement de la méthodologie d'entraînement des jeunes catégories, c'est-à-dire des futurs athlètes de performance au niveau de l'un des plus grands instituts de sport du continent africain. N'ayons pas peur des mots, on va en parler notamment ce soir. On va en parler avec un spécialiste que j'ai le plaisir de retrouver. On ne s'est pas vu depuis quelques mois. Alors, il a toutes les casquettes qu'on veut, technicien en athlétisme, spécialiste de demi-fond, champion olympique puisqu'il a été l'entraîneur de notre championne Hassiba Belmorqa. C'était un magnifique été 92 à Barcelone. Et puis vous avez également dirigé les affaires de l'athlétisme. Vous avez été président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Ammar Bourras est avec nous ce soir. Ammar, bonsoir. Merci pour votre invitation. J'ai pas trop débordé? Non, ça va. Ça va. En face de vous, c'est toujours mes compères de la semaine, avec Faïd El Saada qui est avec nous. Bonsoir Faïd. Bonsoir, bonsoir Liad, bonsoir à tous. Alors, on met des points. On laisse le ballon, on laisse les crampons. Aujourd'hui, on met des pointes pour fouler les pistes. Oui, je voulais comme le dire. Comment dire, le slogan olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Faster, higher and longer, c'est ça, yes. Mahmoud Bougelma? Et maintenant, together. C'est la formulation qui a été ajoutée par le CIO. Bonsoir Riyad, bonsoir Farid, très heureux de retrouver mon ami Ammar Bourras, champion olympique et plus d'une casquette comme tu l'as dit. Et on va également, et on l'espère, on by Skype, champion du monde 2003, Paris. Médaille olympique aussi. C'est médaille olympique à Sydney. Quand on dit ça, on parle de Djabir Garni. Djabir Saïd Garni qu'on va avoir depuis Paris, depuis la parisienne, qui sera, Inch'Allah, avec nous. Super palmarès. Super palmarès. Pour être un grand champion, il faut aussi avoir une grosse personnalité. C'est pour faire ce parcours difficile, parce que c'est beaucoup de souffrance pour un athlète pour arriver à on en parlait hors antenne. Pour décrocher ses objectifs, il faut aussi avoir une forte personnalité. Non, sans personnalité, c'est compliqué d'être champion olympique. Parce qu'il faut souffrir pour gagner. Il faut souffrir, il faut se battre quotidiennement contre soi-même, contre les gens, contre son propre organisme. J'allais dire son propre corps. Et il faut rêver grand. Oui, il faut avoir aussi parfois c'est une chimère, que je vais être champion olympique, mais c'est compliqué. Mais c'est faisable aussi, parce qu'on a démontré qu'on aurait pu. C'est des 90. Si tu disais à un Algérien, on va avoir un champion olympique en 92, il t'hack. Mais on a pu une championne. D'ailleurs, nos médailles sont toujours tombées. C'était de grosses surprises. Hassiba, c'était une énorme surprise. Morsli, un peu moins, parce que c'était le patron des meetings. Je me rappelle, il s'offrait 2 lièvres par meeting. C'était Monaco, c'était Oslo, c'était à chaque fois. Il était sur 2 ans sans défaite. Voilà. Donc lui, c'était le seul où il n'y avait pas de surprise. Makhloufi, surprise. Benida, n'en parlons pas. Elle-même, en franchissant la ligne, elle n'y croyait pas. Mais on oublie que c'est beaucoup de travail derrière. Benida, les gens croient que c'est une surprise. Moi, je parle de l'opinion. L'opinion générale. Oui. Mais nous, techniciens, qui ont été très proches, on savait qu'elle aurait. Vous saviez qu'elle les avait dans les jambes. Elle a sa médaille. Maintenant, or, argent, bronze, ça dépend des aléas. Du scénario de la course. Donc, on savait pratiquement, son entraîneur, moi-même, il y a les gens qui sont autour, on savait qu'elle peut avoir une médaille. Tu es dans une structure comme ça, et tu es tout troisième dans les grands meetings, Zurich, Lausanne,
ça veut dire que tu peux avoir une médaille. Et même elle dit, elle avait fait des temps très respectables. Voilà. Alors on va parler de tout ça. On va parler du séminaire sur la méthodologie d'entraînement, c'est bien ça? D'entraînement des jeunes catégories. On va écouter, c'est quelqu'un que j'ai connu dans le cyclisme, puisqu'il était directeur des équipes nationales à un moment à la Fédération algérienne de ski. Il est enseignant à l'ISTS. Il a été directeur de ce même institut. C'est Mohamed, est membre du laboratoire scientifique, c'est Mohamed Abdelmalek qui revient sur l'importance de ce genre de rencontre. Vous savez que la connaissance dans le domaine du sport, elle est en perpétuel changement, en perpétuelle avancée. Donc le but de nos enseignants-chercheurs, c'est justement de concocter ces nouvelles données, ces nouveaux résultats de recherche pour les simplifier, les vulgariser et les mettre à la disposition de nos entraîneurs afin qu'ils puissent être à la page de ce qui se fait ailleurs, notamment dans les pays de sport développés. Voilà donc ça c'est Mohamed Abdelmalek qui parlait justement du développement de la méthodologie de l'entraînement. Ça va très vite et il faut toujours se mettre au diapason, Ammar Boura. Maintenant c'est beaucoup plus facile qu'avant avec Internet. Avant, le monde est plus petit maintenant. L'accès à la connaissance, est devenu très démocratique, pas comme avant. Avant, et pour pouvoir trouver un programme d'entraînement d'un athlète, ou bien il faut avoir étudié, comme l'ISTS, il fallait, on n'avait que des livres finalement, ou là des discussions avec des gens. Mais maintenant, c'est en 3 clics, tu as tout. C'est-à-dire les livres que vous aviez quand vous étiez à l'ISTS, maintenant par exemple, comme ce matin, puisque j'y étais avec vous à l'ISTS, on peut faire des cours via Skype ou Zoom. Il y avait le directeur le technique ou directeur des équipes nationales du Qatar, qui était un expert qui a fait un exposé sur la méthodologie d'entraînement. Il était à Qatar, il a fait un exposé sur la pliométrie, etc., un genre d'entraînement. Et comme Bekri, par exemple, on n'avait pas cette possibilité. En 1987, 88, 89, 90, il fallait aller chercher ou alors inviter le conférencier à venir. Inviter des conférenciers encore. Parfois, ils ne veulent même pas te discuter avec toi d'une façon... on est avare des sciences. Il y a des nations qui gardent leur technologie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Parce que je sais qu'à un moment donné, par exemple, la méthodologie et la science russe de préparation des athlètes était très présente à l'ISTS. Parce que c'est un travail. C'est des experts. C'est une quarantaine de personnes pour préparer une méthodologie d'entraînement. Donc, ils mettent de l'argent, ils mettent des gens. Et une anecdote, par exemple, Louzis, il était champion olympique, champion du monde du javelot. Son entraîneur a dit pourquoi il a avancé comme ça. Au fait, il a lancé avec des petits javelots, etc. Et dans le Parlement, Hamgaloulou, tu es un traître parce que tu as dit aux étrangers comment on s'est entraîné. Pour vous dire que tu as livré nos secrets. Le secret, la connaissance est beaucoup plus difficile à trouver. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. En 1983, quand on a fait post-graduation, on est parti à l'INSEP pour acheter des livres. On avait l'avantage d'avoir des soviétiques. On avait l'avantage d'avoir étudié avec des Allemands de l'Est. On était plus ouvert sur énormément de pays au monde, sur la méthodologie d'entraînement. Beaucoup de pays n'avaient pas ça. Et c'est pour ça qu'on a avancé à certains moments très rapidement, parce qu'on avait la connaissance. En fait, l'inverse pour l'Algérie qui s'ouvrait au monde du sport. Il y avait de grandes nations du sport et chacun se préparait en vase clos chez lui, avec ses propres méthodes. Attendez, ils venaient chez nous. Venaient chez nous. Les meilleurs Allemands de Stel venaient chez nous. Il n'y a pas que ça. Heike Drechsler, il y a Constantini, entraîneur champion du monde avec les Barjots, qui est venu ici. Ouais, là, il y avait l'équipe soviétique qui venait aussi. Donc, là, on avait accès au moins à la connaissance. Nous, à l'ISTS, on a pu apprendre le russe. On discutait avec les gens en russe. Donc, dites-nous quelque chose en russe. Vous avez oublié. Et est-ce que la méthodologie d'entraînement a vraiment changé? Elle n'a pas beaucoup changé. Mais par exemple, le matériel a changé. Mais les méthodologies d'entraînement, elles n'ont pas énormément changé. C'est vrai qu'elles ont changé. Il faut juste faire des mises à jour.
Des mises à jour, voilà. Il y a un Platonov, il est un savant ukrainien, où ils font sortir chaque fois la préparation physique. Elle sort pratiquement chaque 2-3 ans. Vous dites savant, le sport c'est une science? C'est une science. La performance c'est une science. C'est une science. La performance, c'est-à-dire pousser le corps à avoir des capacités hors du commun. C'est une science. C'est des sciences, le sport. En fait, c'est des sciences. C'est des sciences, mais il faut aussi que le mental soit au rendez-vous. Mais c'est une science, ça aussi. C'est une science. La préparation psychologique Non, aussi. non, c'est pas une science. Il y a des gens qui sont forts mentalement, il y en a qui ne sont pas forts. C'est inné. Non, mais est-ce qu'on peut former le mental, par exemple? Il y a des gens C'est une question qu'on peut se poser, oui, Khaled. il y a des gens d'une même nationalité, il y en a qui peuvent se motiver eux-mêmes, il y en a qui cherchent motivation, il y en a qui n'ont pas du tout de motivation. Ça, c'est inné. Mais ça, c'est un facteur important. Pourquoi? Parce que l'athlétisme est un sport individuel. L'un des sports individuels par excellence avec le tennis. Et le cyclisme. Et pourquoi? Parce que dans un sport collectif, imagine que la sélection algérienne, je prends toujours l'exemple que connaît tout le monde du football, s'il y a un joueur majeur qui, dans un match important, est défaillant, ce jour-là, il est un jour sombre, les autres compensent. Ses coéquipiers peuvent compenser son manque. Mais un athlète, le jour J, s'il n'est pas prêt, ça y est, toute la préparation qu'il a faite, c'est mort. Donc, il faut qu'il soit à point physiquement, il faut aussi mentalement. Il peut déjà flancher sur le plan mental. Parfois, le mental peut, quand on a un mental très fort, il peut compenser le manque physique. Ça me rappelle, il va peut-être nous la raconter parce qu'il est avec nous en direct. Ça fait longtemps également que je n'ai pas parlé. Bonsoir, champion. Djabir Guerni est avec nous en direct. Bonsoir, champion. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Riyad, bonsoir Ammar, Mahmoud, comment allez-vous? Ben ça va, alhamdoulilah, j'espère que vous allez bien. On parlait de mental, vous m'avez raconté à une certaine époque la souffrance que vous ressentiez avant cette finale des championnats du monde. Parfois, est-ce que le mental peut nous sortir d'un problème physique qui nous empêche de performer? En fait, Riyad, je pense que Ammar va partager ce point de vue parce qu'il était présent le jour de la finale. Moi, j'ai gagné les championnats du monde à Paris au-delà de ma préparation, surtout avec le mental. Parce que juste avant les championnats du monde, il y a eu beaucoup de problèmes dans ma petite carrière, notamment l'infarctus de mon père, l'opération. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes qui m'ont un peu... Et grâce au staff qui était présent à l'époque et les gens qui m'ont pu m'entourer, c'est avec le mental. Sincèrement, je me suis dit, bon, c'est l'occasion jamais. C'était la première fois qu'on avait la chance de courir en France et de briller en France, surtout avec l'histoire qui nous lie. Et en plus, j'étais pas très loin d'où j'habitais à l'époque, juste à 1 kilomètre du Stade de France. Donc pour moi, je persiste au-delà de mes capacités ou de la préparation que j'avais fait. C'est vraiment le mental qui a fait que je gagne et je termine d'un cheveu. D'un cheveu devant le Polonais, je crois, si je me trompe pas. Devant le Russe. Devant le Russe, pardon. Et pourtant, vous souffriez avant la course. Est-ce que vous aviez eu des doutes? Non, sincèrement, au championnat du monde de Paris, j'avais aucun doute, sincèrement. Dans ma tête, c'était déjà carré. Je savais ce qu'il faut faire. Je voulais l'avoir, cette médaille. D'ailleurs, à l'époque, il y avait Abdou Saouani, qui était mon attaché de presse. Et je lui dis Abdou, tu peux annoncer que je vais gagner. Et il m'a dit, t'es fou. Je dis non. Donc, pour te dire que dans ma tête, c'était carré, je voulais gagner. Et Ammar, il est là. J'allais lui poser la question, Djabir. Ammar, il est comme ça, Djabir. C'est très affectueux. Le mot dans ma bouche est très affectueux, mais Djabir est fou, dans le bon sens du terme. Comme les gardiens de but sont fous. Il a peur de rien. Il a peut-être un mental peut-être plus fort que celui de Morsley. Non, Djabir, je le connais avant. Parce qu'il a passé un moment d'entraînement avec nous dans mon groupe quand il était jeune. Déjà à Séville. Dites-lui, il n'a pas fait beaucoup d'entraînement. Dites-vous, il vous entend. Il a fait de la technique pratiquement. Le moment de la compétition, j'étais pratiquement, on mangeait toujours ensemble. Et je savais
qu'il avait le mental pour gagner. D'ailleurs, on a discuté un tout petit peu tactique. C'était 3-4 phrases. Lui, il dit le premier couloir, laisse-les se débrouiller. Ça se ressemble tactiquement, le 800 et le 1500 à peu près. C'est pas la même chose du tout. C'est deux choses complètement différentes. En fait, le 800 est tellement compliqué parce que le 800, il est entre le sprint. Non, le 800 déjà, il faut se qualifier à la finale. C'est plus compliqué. Parce que ces deux, c'est très compliqué. Voilà, exactement. Mais le 1500 mètres, c'est un peu plus facile. Le 800, c'est parfois... C'est le sprint le plus long. C'est la course sprint la plus longue. En 96, celui qui a gagné s'est qualifié avec le temps. Il a fait un temps incroyable. Une 42-0 quelque chose. Il s'est qualifié avec le temps. C'est-à-dire qu'il était 3e dans sa série. Il a gagné. Il était le meilleur au monde, mais il n'a pas pu se qualifier comme il veut. Et Houma, qui m'a Guernier, etc., il fallait déjà passer. Ils étaient très... comment dire, le stress était énorme aussi, déjà pour la demi-finale. C'est-à-dire qu'on pouvait être médaillé olympique, mais le stress, c'était pour se qualifier. Déjà pour se qualifier. Mais bon, lui, il avait le mental, de toutes les manières. Parce que, il avait déjà l'expérience. Il a eu déjà 2 médailles dans de grands championnats. Donc, Séville 99. Séville et les Jeux Olympiques. 2 médailles déjà de bronze, ça veut dire qu'il lui manquait. Il savait ce qu'il fallait faire au moment où il avait la chance de le faire. Alors, allez-y. Pour abonder dans le sens de Ammar, pourquoi les qualifications sont plus difficiles? Parce que c'est le temps qui est important, donc c'est la vitesse qui compte. Alors que la finale, c'est plus tactique. Et quand il y a un recordman du monde qui terre dans le peloton, c'est encore plus compliqué quand on sait que c'est la vitesse. Mais en finale, le rythme peut être lent parce que c'est plus tactique. C'est tactique. Voilà. Non, au 800, écoutez, au 800, il y a 6 personnes qui se qualifient en étant premier ou deuxième. Oui. Puis il y a les 2 autres autant. Voilà. Donc parfois, la première série part très rapidement ou pas rapidement, les derniers vont courir, etc. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué un peu. Et puis il y a une notion peut-être de gérer l'effort en vue de la finale. Gérer l'effort aussi, oui. Ouais. Mais bon, lui, il avait déjà l'expérience. Est-ce qu'il y a aussi une volonté aussi d'éliminer des concurrents qui sont dans d'autres séries. Choisir d'accélérer dans une série pour empêcher les autres de gagner autant, par exemple. Ça, c'est compliqué. Il faut avoir 3 athlètes dans la course, 4 athlètes, etc. On va poser la question à Djabir. Est-ce que, par exemple, tactiquement, Djabir, dans les qualifs, on choisit pour éliminer des concurrents qui sont dans la 2e ou dans la 3e série, on choisit tactiquement d'accélérer la première série? Ouais, pour répondre clairement et honnêtement, ouais, ça peut se faire parce que si on se met d'accord avec quelques athlètes avec qui on s'entend, on peut jouer sur ça. Si, comme Ammar l'a dit, si les autres athlètes, bien sûr, ils sont dans d'autres séries, c'est-à-dire on se met d'accord sur une façon de courir pour éliminer 1 ou 2 ou voilà, on peut, ça se fait. Moi, je peux confirmer, on l'a fait déjà une fois pour bloquer un athlète qu'on ne voulait pas qu'il soit. Juste pour parce que on va parler aussi de la performance du futur et de l'athlétisme algérien. Pour donner envie aux athlètes, messieurs, aux futurs athlètes, aux jeunes, il faut aussi leur raconter l'histoire de l'athlétisme algérien. Ça passe par l'histoire de cette course. Djabir, en plus de vouloir gagner, parce que vous étiez un winner, aussi le plaisir de voir Kassamen et le drapeau au Stade de France, il y avait une autre motivation importante. Il y avait un homme qui comptait beaucoup dans votre vie, qui était malade à cette époque-là. Bah oui, c'est comme je disais au départ, c'est mon père. Mon père, c'était mon entraîneur, c'était mon école, mon université. Il votre conseiller dans le sport et dans la vie. Et au-delà de ça, comme je disais, en fait, Djabir Saïd Guerni, comme on le voit, c'est pas lui. En fait, il y a tout un groupe derrière moi. Et aujourd'hui, ça me fait mal parce que tout ce groupe, malheureusement, tous ils sont morts. Il y avait mon père, il y avait Mahmoud, mon kiné, il y avait Abdou Serwani, toute une équipe qui était derrière. Il y avait votre avocat et conseiller aussi. Pardon? Il y avait votre avocat et conseiller également. Bien sûr. Alhamdoulilah, que Dieu lui garde en vie, M. Tlébi Rafet, qui est toujours en vie, Inch'Allah, et Tawal Amaro. Voilà, mais pour te dire, Riyad, l'athlète, il n'y a pas que lui. Au-delà de nos capacités et des qualités qu'on a, il y a un groupe. C'est ça qui a fait qu'on a réussi. Ammar nous a précédé déjà par ce professionnalisme et nous, on a suivi ce qui se faisait avant. Donc, on a suivi. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit de moins en moins ce professionnalisme dans les athlètes algériens.
Justement, la question à 1 million, Djabir. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir les mêmes résultats? Aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est que les athlètes, on les a. On a des athlètes, mais ce qu'il y a, c'est que la coordination entre les moyens qui sont sur le terrain et les entraîneurs et le professionnalisme tel qu'on le connaît, moi, Ammar et d'autres personnes qui ont déjà côtoyé le professionnalisme sportif, il n'y est pas. Il n'y est pas, c'est ça. On va en parler, Djabir. Restez avec nous au téléphone. Justement, c'est la thématique de cette émission. Comment pourrait-on retrouver le très haut niveau, pas forcément dans 2 ans et quelques à Paris en 2004, mais dans 6 ans, il faut se projeter, il faut planifier, il faut préparer, il faut avoir une stratégie. Vous parliez de votre groupe, votre équipe. Il y a aussi, et c'est partout dans le monde comme ça, hein, souvent de grands champions, ils ont des teams. Ils ont leur clan. Parfois, ils ont 2, 3 athlètes. Les Américains fonctionnent beaucoup comme ça. Je vais vous donner une chose, chauffe. O'Brien, décathlon. Le décathlonien. Champion olympique, recordman du monde. Moi, j'étais les 2 journées معاه dans notre معاه, etc. Pourtant, j'étais entraîneur déjà. Et j'étais pas encore, on n'avait pas encore fait notre course. Je partais, les gradins, il y avait 10 personnes avec lui. Voilà. 10 personnes. 10 personnes. C'est comme des clans. 10 personnes qui s'occupaient de lui. Non, de lui. C'est encore plus particulier sur le décathlon. Mais vous avez des épreuves de lancer, des attaques de saut. Mais ce qu'il dit, il y avait 5-6 personnes autour de lui. Djabir. Ça, c'est le professionnel. On va parler des clans, messieurs, parce que c'est partout pareil. Hein. J'arrive pas à me rappeler de ce fameux grand entraîneur de tennis qui avait dans son écurie plein de grands champions. Il était de Los Angeles. Son nom va me revenir. Il a un nom à consonance italienne, qui avait des Steffi Graf, il avait Agassi à l'époque. C'est pareil, hein, c'est comme ça, c'est des clans, c'est des groupes. C'est des groupes d'entraînement. C'est un groupe d'entraînement. C'est un groupe d'entraînement. Une petite connotation négative. Non, quand je dis clan, parce qu'il y a à côté ou le papa, ou la maman, parce qu'il y a beaucoup de proches, parce qu'on a besoin de ce soutien moral. Vous parliez tout à l'heure d'athlètes qui sont forts moralement et d'autres qui ont besoin peut-être d'être accompagnés par leur groupe. Djabir a parlé de moyens. J'ai posé la question ce matin au président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Monsieur Yassine Ouahel, qui parlait également de budget, le budget alloué à la fédération qui arrive souvent après la préparation ou après les compétitions. Il a enchaîné à cette question que je lui avais posée. On va écouter le président de la FAA. Bien sûr que c'est un problème. J'ai eu la chance, de trouver un peu d'argent, mais le problème, c'est que les autres fédérations, j'ai emprunté à d'autres fédérations. Par exemple, le judo, je l'ai emprunté. D'ailleurs, quand tu fais ton plan d'action, il faut commencer à travailler, mais tu n'as pas d'argent. كيفاش؟ تبدا في les crédits. بلا في الكريدي حتى يخلص العام jusqu'à la fin de l'année وين نتايا باش يعطوك لا سوبفونسيون. Donc ça s'est passé avant. Dorkatik, je peux vous l'assurer. Dorkatik, c'est mieux. On l'a c'est mieux parce que les subventions ont fait place de homme. Même les rajouts pour la préparation des Jeux méditerranéens, ils vont se faire ce mois-ci. Donc maintenant, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, ça marche mieux qu'avant. Également, priorité au sport numéro 1, sport pourvoyeur de médailles, c'est une des... Mais les moyens ont été donnés. Je pense que Yassine a... Yassine, il a une petite coquille sur le synthé. On sait qu'il s'occupe du président. Je pense qu'il a... Moi, je suis intervenu dans l'AG de l'athlétisme le vendredi passé. À Sétif. En tant qu'ancien président. Qu'ancien président. J'ai été 2 fois président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Jamais 203. Jamais 203, non, je pense pas. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Allez, l'adage peut être... Là, ils vont vous reprocher de l'avoir ramené pour faire ça. Non, moi, je dis rien. Tout à l'heure, je vais vous redonner... Mais tout à l'heure, je discutais avec le président Loël et il me disait... Un des secrets de la réussite, c'est la continuité et la transition. Comment on dit le mot, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de changement tout le temps, etc. La stabilité. Et puis je lui ai dit, Monsieur le Président, représentez-vous. C'est ce que j'ai dit. Donc,
Non, pour peu que l'athlétisme réussisse. Je vais vous étonner. En 2016, j'étais président de la Fédération algérienne d'athlétisme. D'accord? Je suis sorti, à peu près 10 milliards de dettes. Ce n'est pas des dettes, au fait. Je n'ai pas eu de budget en 2016. C'est des retards de paiement, on va dire. Retard de paiement. Le budget est venu après que je dit 1. 2. Le comité olympique, je devais 1 milliard à 400 au comité olympique algérien. Au lieu que, Gaël, nous avons 2 médailles. Normalement, le bureau, l'athlétisme, c'est simple, très simple. Parce qu'ils nous ont, c'est pour l'athlétisme, c'est pour le sport qu'on a fait ça. Donc c'est des problèmes de personnes qui nous empêchent de travailler. En 4 ans, on a eu, je pense, 27 milliards. L'athlétisme d'Orca, ils ont eu 34 milliards en une année. Non, mais le président, il l'a dit. Il a de la chance, il l'a dit. Justement, il est correct. Mais il y a le CAS aussi, juste pour être précis avec les téléspectateurs. Donc le CAS, c'est un compte d'affectation spécial. C'est un outil comptable du Trésor public pour attribuer une somme, on va dire en circonstances exceptionnelles ou là pour une opération disponible tout de suite. Voilà. Sauf, j'ai commencé à parler des dettes au mois de février avec mon bureau. Et on n'a pas eu l'argent nécessaire pour pouvoir les dettes déjà, pour pouvoir faire de la performance, parce que je bricolais. Est-ce que ce problème de retard et de dette, ça empêche la bonne préparation? Mais c'est clair, moi je passais mon temps à vouloir. Si j'avais pas un certain carnet d'adhérents, les gens te font conscience. Les équipements, les billets d'avion. J'ai vu une dette de 500 millions, mais elle jusqu'à maintenant pour un déplacement des championnats du monde. Faut pas exagérer. Championnat du monde, 500 millions. Mais M. Bourras, est-ce que toutes les fédérations souffrent de ce retard? Ça, je ne sais pas. Ou bien juste la fédération? Non, c'est toutes les fédérations. Toutes les fédérations. Je vais vous dire quelque chose sur le président de la fédération de foot, vous n'avez pas remarqué, il a dit je suis à l'aise dans les caisses. J'ai même dépanné la fédération de judo qui avait besoin de se préparer en attendant qu'elle récupère ses Moi, j'ai dit au ministre, il y avait Raouraoua, etc. Même Raouraoua, il est interviewé. Ils vont faire des Jeux Olympiques, au départ des Jeux Olympiques. Au départ des Jeux Olympiques. De l'argent. Je reviens vers vous. Attendez, justement, j'allais lui poser la question. Jabir a été champion du monde à Paris pour vous dire qu'est-ce qui se passe après. Jabir a été champion du monde à Paris. Jabir Medjetous, la bourse aux Jeux Olympiques. J'étais D1, donc je savais. Medjetous, la bourse khallsna les Jeux Olympiques 2004, etc. Jabir n'a pas eu encore sa bourse, pour vous dire. Alors, je vais poser la question à Jabir. Jabir, champion du monde, alors que vous n'avez pas encore reçu votre bourse, les Jeux Olympiques, après, vous n'avez pas encore reçu votre argent, vous avez fait comment pour gagner? Avec quel argent? Avec mes sponsors. Pardon? Je m'autofinançais. Je m'autofinançais avec mon propre argent. Donc vous étiez obligé d'être athlète et homme d'affaires, enfin homme d'affaires pour faire votre métier. C'est pas ça, c'est que, écoute, Riyad, moi je vois les choses autrement. C'est que ça, c'est des problèmes administratifs qui n'ont jamais changé malheureusement. Mais on va pas. Moi j'avais ma propre idée, ma propre vision des choses. C'est-à-dire que moi, je vais pas arrêter. Je savais que j'avais un peu d'argent. Je vais pas m'arrêter, pleurer sur mon sort et ne pas ramener ma médaille. Parce que le plus important pour moi, c'est de ramener la médaille. Je savais très bien que l'argent allait venir un jour ou l'autre. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc du coup, je m'arrêtais pas. C'est vrai que Ammar il disait tout à l'heure, notre problème réside vraiment dans l'administration. C'est pas que les moyens ne sont pas là, les moyens sont là. La bureaucratie, vous voulez dire, plus la bureaucratie. Voilà, la bureaucratie. Mais moi, si je peux me permettre, je vais au-delà de ça. C'est que depuis le temps, on n'a pas vu un ministre venir avec un projet réel, financier, et discuter ça avec le ministère des Finances pour obliger les hommes, les industriels algériens à mettre de l'argent, à participer dans les autres sports au-delà du foot. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on peut ramener de l'argent dans les autres sociétés, dans les entreprises qui existent en Algérie. Il y en a tellement là. Beaucoup de sportifs, Jabir, beaucoup de sportifs, notamment dans l'athlétisme, disent si on avait un cinquième de l'argent qu'il y a dans le football, on pourrait être performant quand on voit le salaire de certains joueurs de Ligue 1. On va parler, et c'est le but de cette émission, c'est d'avoir une stratégie pour essayer de gagner des
médailles. D'abord, une première question à vous, Ammar, et puis à Djabel, et puis si vous en avez aussi, vous. Est-ce que, on la pose avant chaque Jeux Olympiques. Paris, c'est dans 2 ans. Est-ce qu'on a des chances de médailles? Est-ce qu'on peut les planifier? On a le temps? Ou est-ce qu'il faut faire l'impasse sur Paris? Non, tu as 3 ou 4 athlètes qui peuvent être éventuellement au final ou peut-être rapprocher la médaille à Paris en athlétisme. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de stratégie, au fait. On n'a pas de volonté politique pour pouvoir véritablement développer le sport. On va être clair. Qu'est-ce que vous appelez volonté politique? Volonté politique, je vais vous dire, c'est simple. Il y a Los Angeles en 2028. C'est simple. Dans 6 ans. Est-ce qu'on peut maintenant faire une stratégie pour se dire, allez, je vais miser sur 4 médailles à Los Angeles pour peut-être en avoir 2. Est-ce qu'on peut faire ce genre de planification? On peut. J'ai entendu un oui là-bas. On peut, On peut. Le problème, c'est que... Ammar et puis Djabel, vous répondez juste après. Le problème, on peut faire une stratégie, etc. Tout le monde fait des stratégies de toute façon pour pouvoir faire... C'est comme une guerre, etc. Le problème est que il n'y a pas de véritable volonté politique pour pouvoir le faire. On ne veut pas faire... On veut pas gagner des médailles, c'est ce que vous voulez dire? Esmahni. Tu es DGS malgré les orientations du président, parce que... tu es DGS في تطاوين les bains. C'est où Tataouine? Quelque part. On va blesser personne, donc on va ne nommer aucune ville. Tu es DGS. Personne ne te dit que tel sport est prioritaire et tel sport n'est pas prioritaire. Personne ne te dit voilà comment on doit donner l'argent à l'athlétisme, voilà comment on doit donner l'argent à la natation. Voilà qu'est-ce qu'on doit faire dans la stratégie. En fait, ce que vous voulez dire, j'ai compris. Ce que vous voulez dire, il faudrait, sans blesser d'autres disciplines, il faut être clair, il faut assumer et dire l'athlétisme peut nous rendre champion du monde, champion olympique. Donc l'athlétisme a un plus gros quota parce qu'on veut miser sur l'athlétisme. Attendez, mais là, l'État le sait. L'État le sait. Quand il y a eu le discours d'investiture de M. le Président de la République, M. Tebboune, il a dit l'athlétisme doit être prioritaire. C'est vrai. L'athlétisme doit être prioritaire. Mais est-ce que dans les faits, ça a été fait? Dans les faits, Anna, Gaël, moi, en tant qu'intervieweur, je vous pose la question. Pourquoi? Je ne sais pas, justement. Est-ce que c'est suivi des faits? Est-ce que le ministre n'a pas suivi? Est-ce que le ministre n'a pas des instructions claires pour dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça? Si l'athlétisme n'existe pratiquement dans les wilayas. Il est dans 6 ou 7 wilayas. Alors qu'avant, quand on faisait les crosses, non, le cross, attendez, le cross, il est à part. Il est à part. L'athlétisme. Pourtant, c'est un vivier, le cross. Non, mais le cross, on faisait les crosses, etc. Plusieurs villes, on en a lancé beaucoup, Clouche, etc. On a les athlètes. Il y a des crosses où 2500 non, mais il y a des athlètes qui sont venus du cross, pieds nus, et qui sont passés à la piste. L'athlétisme course. Oui. On parle de l'athlétisme général. De la hauteur, des épreuves techniques. Voilà. Technique, voilà, on parle de tout. Et il n'y a pas d'athlétisme en Algérie. Véritable athlétisme n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de véritable volonté politique pour le faire. Normalement, chaque wilaya minimum a 2 stades d'athlétisme. Minimum. Une réforme s'impose? Très grand. On est idiots, on a 4 médailles d'or. 4 médailles d'or. On a 19. 5 médailles d'or. Non, on a l'athlétisme. Avec Sontani, on l'oublie pas. On a 19 médailles en athlétisme. Parce que la boxe aussi est un sport pourvoyeur. Il y a 3 sports. Maintenant, on ne peut pas inventer. Il y a judo, boxe, athlétisme. Parce que c'est eux qui ont les médailles déjà. Ça. On a 19 médailles. On est idiots si on n'a pas fait un marshal pour l'athlétisme. C'est-à-dire qu'il faut... C'est ce que vous voulez dire. Après, je vous donne la parole, Djabel Khalil. On a l'athlétisme, effectivement, je suis complètement d'accord. On va avoir une vision un peu plus globale. Parce que ces dernières années, on a eu des médailles mondiales en haltérophilie, par exemple, où on aurait pu avoir à Tokyo. On est le résultat du podium. Bidani l'avait fait quelques mois avant au championnat d'Afrique, mais il a été Covid. Teleki aussi était quoi? Il y avait un Chinois devant lui, je crois. Il avait battu 2 records d'Algérie. 2 fois son record. On a la lutte qui a aussi un vice-champion du monde. On n'est pas loin, on va dire. Donc,
il faut qu'on parte de notre objectif. C'est quoi? Est-ce qu'on veut que tous les Algériens fassent du sport ou là, est-ce qu'on veut juste avoir des médailles? Si on veut avoir des médailles, l'un n'empêche pas l'autre, Mahmoud Bouguelma. Ou l'un peut venir après l'autre, à la limite. Pourquoi après l'autre? On va parler du sport scolaire. Avoir des médaillés, ça peut être une... Je vais revenir à Djabel, pardon, parce que une je l'avais promis. locomotive pour la pratique. Djabel, vous voulez dire quelque chose sur la, comment dire, la programmation d'une médaille. Est-ce que c'est possible, la programmation d'une médaille à moyen terme? Sincèrement, on peut. Moi, de mon côté et de mon point de vue, avec l'expérience que j'ai eue à travers différents pays où j'ai travaillé, on peut. Quand on a une perle telle qu'on les a aujourd'hui, parce qu'on a des jeunes qui sont en train de monter et qui ont montré un petit peu le bout de leur nez et qui ne sont pas très loin des médailles, on peut, mais un petit peu, comme disait tout à l'heure Ammar, il faut mettre vraiment une politique pour ça. Donc nous, on n'a pas cette politique de haut niveau. On a la politique sportive, c'est le sport pour tous. Voilà, le sport de masse, on ramène, l'Algérie elle est bien dans le pays maghrébin, en Afrique, voilà. Mais depuis le temps, au lieu de passer à autre chose et de consacrer réellement l'élite à ce qu'elle devrait faire, et pour cela, c'est vraiment une stratégie, une vision du sport de haut niveau autre que celui qu'on a aujourd'hui. C'est plus le même. Tout à l'heure, en début d'émission, vous disiez que le sport a changé. Tout a changé. Aujourd'hui, la preuve, moi, je suis parti pour faire d'autres études dans le sport, mais dans le business du sport, parce que le sport, maintenant, aujourd'hui... Vous êtes comme... vous avez suivi beaucoup de mois. Vous êtes dans le marketing du sport, maintenant. Là, ça, c'est beau. Ça, moi, je ne suis pas dans le marketing spécialement, mais plein de choses. Mais bon, l'essentiel, on reste sur d'autres sujets. Ce que je disais, c'est que aujourd'hui, il est important, mais vraiment important, de passer à autre chose et de consacrer réellement le sport de haut niveau et de donner à ceux qui le méritent et qui travaillent dessus. Et ça, c'est pas le ministère. Je pense pas que le ministère de la Jeunesse et des Sports aujourd'hui serait capable plus ou moins de gérer ça, parce que quand on voit en France, c'est une agence spéciale qui est l'Agence nationale des sports qui s'occupe du haut niveau avec le comité olympique français. Donc aujourd'hui, nous, on doit aussi passer, on doit évoluer. On ne doit pas rester toujours avec la bureaucratie qui par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a 2 jours, j'étais avec un athlète algérien ici chez moi et il me parlait de visa. Il y a des athlètes algériens qui n'ont même pas de visa pour aller courir, pour faire des minima pour les Jeux méditerranéens. Vous voyez à peu près là, où on est? Des athlètes qui sont prêts pour faire des compétitions, pour se qualifier, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de compétition en Algérie, il n'y en a qu'en Europe, ils n'ont pas le visa. Oui, mais ça reste souverain, bien évidemment. Alors, restez avec nous. On va marquer une petite pause et on revient, je vous promets, et on continue le débat sur comment peut-on fabriquer encore des médailles. À tout de suite. ولا ندير فيديو يخلص لي الكريدت. انا بالانترنت ديالي نشوف ولدي وكامل المسلسلات. وعلاش الانترنت تاعك طاحت عليك من السما؟ نحكي لكم. تهوى في سما تهدر بزاف وتكونكتي بزاف اوكي سما ميكس تاع موبيليس راح تهدر وتكونكتي حتى تكون فيكس سما ميكس هذا راح تاع 4000 دولار رحمه كل شبكات و50 جيجا انترنت. موبيليس معا نصنع المستقبل. ايه نحكي لكم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. Retour sur le plateau de Bien du Sport, l'athlétisme en question et la question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure puisqu'on parle du futur et de la préparation des futurs athlètes. On parlera après de la prospection, mais concrètement ou approximativement, combien de temps et combien coûte une médaille olympique pour l'avoir? Une médaille olympique, c'est un athlète qui va l'avoir. Autour de lui, il y a la base. Quand on investit, par exemple, une école primaire, on investit à pendant 8 ans, et peut-être qu'on aura un petit athlète olympique. Quand vous dites école, vous parlez de tous les élèves? De tous les élèves. Deuxièmement, ils disent une médaille olympique coûte à peu près, une médaille d'or olympique coûte à peu près entre 1 et 3 millions de dollars. 3 millions de dollars pour
Champion olympique. Champion olympique. Par an ou par cycle? Non, non, par cycle. Par cycle. C'est 1 million de dollars. C'est 500 000 1 million de euros. dollars. 1 million ou 3 millions? Non, donc entre 1 et 3 millions de dollars pour des pays qui ont les structures nécessaires. Les infrastructures et les bases. Pas de bureaucratie. Ça veut dire que, parce que les autres ne vont pas mettre 1 million de dollars. Donc il faut avoir non seulement les structures, les infrastructures, les hommes pour et la volonté pour. Deuxièmement, un simple, très simple exemple. Président de fédération. J'ai fait 54 milliards. 54 milliards. Je vais avec des financiers, le ministère, avec le DTN, avec mon trésorier, avec le secrétaire de quoi? De centimes. Non, de quoi? De budget ou de besoin? De budget. Pour la promotion, le travail, le développement, l'équipe nationale, les compétitions, etc. 54 milliards. Dans le meeting international et le marathon. Le budget, c'est pour une saison ou un cycle olympique? Pour une saison, pas un cycle olympique. Pour une saison, Marc. On fait des bilatérales avec les ministres. On fait des bilatérales. Jamais ils ne te disent non, 50 milliards c'est beaucoup, ils ne disent pas. C'est une bipartite, fédération, ministère. Voilà, on appelle ça. Ils ne te disent pas, ils ne te disent rien. Qui gicle le budget, gicle 8 milliards. Donc ça, tu as déjà un an pour moi, 2 mois. Mon travail, c'est sur 54 milliards, normalement. On ne vous a pas dit non. Donc, vous parlez du principe qu'on vous a pas dit. Il y a des pays qui l'ont mis, les parlementaires m'ont dit, si on t'envoie, surtout dans le sport, si on te dit le budget n'a que 1 million de dollars, tu dois lui donner 1 million de dollars si tu ne lui dis pas non, ou là si tu ne négocies pas avec lui. Ça, c'est une chose. On a rebondi ce côté à la Matureda. C'est ça. Voilà, donc quand on dit rien, c'est oui. C'est oui. Notez comme un autre exemple. Vous avez parlé de 10 athlètes, 8 athlètes, etc. Ce 8 ans, 10 ans. Je vais vous dire, est-ce que je peux donner l'exemple de la France? Parce que dans la France, je n'aime pas beaucoup. Mais bon. Non, on parle tout simplement de pays où il y a des résultats, où il y a de la performance. Monsieur Amsalem, qui est vous savez ce qu'il fait. Vous êtes fils de shahid, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun problème. Vous pouvez parler de n'importe quel pays au monde. Je ne me lève pas aux infos de la France de toutes les manières. Personne. Ni l'hymne national. Il a 580 athlètes quand ils ont terminé Rio. Il avait 580 athlètes pour préparer les Jeux 2024. 580 athlètes. Il s'occupe de entraînement, études, boulot, vie sociale des athlètes. 580. Comment voulez-vous, quelques athlètes, etc., on va les concurrencer. Je vais aller. Très simple. C'est une expression consacrée que j'utilise pas beaucoup, mais est-ce que l'ISTS ne pourrait pas être une usine à champions? Très bien. Pour moi, l'ISTS doit être déjà le centre de regroupement général de tous les athlètes algériens de l'élite. Parce que tu as absolument tout. On a peut-être, j'exagère pas, l'un des meilleurs centres au monde. C'est une merveille. Oui, c'est une merveille, c'est un bijou. Il est quasi à l'abandon. Je vais vous dire une chose, combien les étudiants ont par jour, mec là? Combien de dinars? Les 3 repas. 200 dinars par jour. 200 dinars par jour. Il y a des athlètes d'élite là-bas. 200 dinars par jour pour qu'un athlète mange. D'élite. Enfin, les étudiants qui ont des athlètes d'élite dedans. Ouais. Très bien. Pour vous dire, il n'y a pas de volonté politique à cause de ça. On a le meilleur centre d'Afrique. C'est une certitude. On a les salles. On peut avoir une piste, elle est à 500 mètres. Tu peux mettre de la boxe, tout ce que tu veux, de la natation. Et là, un centre médical. Un centre médical. Et on ne l'utilise pas. On va faire des centres, on passe notre temps à penser au centre. Tu peux, en plus, tu as la chance d'avoir des étudiants. Tu as les étudiants qui vont vivre avec des athlètes d'élite. C'est-à-dire que l'exemple est complet, il est parfait, il est comment dire, didactique. Il est très proche. L'étudiant il خرج يلقى فلان
تريكي قاعد ينطريني ويروح ياكل معاه في الريستورون. C'est-à-dire que c'est des cours pratiques, il y a de la préparation, de la performance devant lui. Tous les centres sont comme ça, pratiquement. Est-ce que je peux compléter ce que tu dis? Non, après Vas-y, justement, en parlant des centres, ce qui est l'aberration, c'est que le centre de Suidania, qui est censé être le centre d'entraînement olympique, n'a pas de piste d'athlétisme, alors que le sport olympique par excellence, c'est l'athlétisme. Je vais vous apprendre une chose, dans le centre, je vais vous dire. Moi, j'ai été invité à manger là-bas. Quand on rentre à gauche, il y a un grand terrain. Oui. Ken la yarhamou le directeur, on ne parle pas de nom. قلت له c'est quoi là-bas? Ils vont faire un terrain de foot. قلت له اسمحني, dans un centre de regroupement, l'athlétisme, on met le stade d'athlétisme et on fait autour de lui, parce que tout le monde doit l'utiliser. C'est vrai. C'est après qu'ils ont changé, ils ont mis un stade d'athlétisme. L'athlétisme, pardon Riyad, qu'on est en train de faire, c'est vrai, Suidania manque. Il n'y a pas que Suidania en Algérie. Non, il y a beaucoup justement. J'aimerais donner l'exemple de Biskra. Pour avoir notamment discuté avec Teleki, il m'a avoué, il m'a dit Biskra c'est très bien. C'est vrai, oui. Il m'a dit je peux me préparer à Biskra. C'est vrai, bien sûr. Après, bien sûr, il y a des choses à compléter, la restauration. Il y a le vice-champion du monde, Gouanet, qui est là-bas, c'est bien pris en charge. Il faut un peu améliorer la restauration, les services d'hôtellerie, il faut que tout ce qui est literie, etc. soit. Mais il y a une base, il y a des choses qu'on peut utiliser. Après, bien sûr, c'est complété par des stages à l'étranger, etc. Mais on peut partir de ça. Il y a des centres qui sont délaissés, c'est vrai. Je ne parle pas de Aswell, à Tikishta. Quand je pense que des athlètes français, d'origine algérienne, comme Bala, comme Khissi, étaient venus se préparer à Tikishta, alors que maintenant c'est délaissé. Vous savez, la piste d'athlétisme d'Aswell, maintenant c'est un pâturage. On voit les vaches là-bas et tout. Et les week-ends, il y a des familles qui vont pique-niquer là-bas. Alors qu'à la base, c'est un centre d'entraînement en altitude qui aurait pu être un bijou pouvant accueillir des délégations étrangères. Mais les athlètes se préparent maintenant. Alors, on va poursuivre. Tout à l'heure, le président de la Fédération algérienne d'athlétisme m'avait dit il y a aussi un gros problème de mentalité. Alors, vous avez dit volonté politique et mentalité. Parce que pour être un champion, il faut penser comme un champion. Et réfléchir comme un champion. Quand on se dit peut-être que je ne le serai pas, on ne le sera jamais. Mais quand dans sa tête on se dit je suis et je vais être un champion, on y arrive. Je ne parle pas que de l'athlète, je parle de tout ce qui l'entoure, le microcosme, tout ce qui prépare à cette réussite. Tout l'environnement, les décideurs, l'État qui donne l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la façon aussi de penser, de le faire. On a parlé des infrastructures, mais il y a aussi la prospection, comment on va trouver ces athlètes qu'on va former. Tout à l'heure, on discutait en antenne d'un pays qui n'a pas les moyens de l'Algérie, c'est Cuba. Cuba qui arrive à trouver des athlètes et il en est à 78 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Avant tout, si on parle de centres, etc., on a des centres qui sont mal entretenus, mal, etc. Mais on a des centres, on les a. Il y a, si on parle de Cuba, Djabel, je vous donne la parole tout de suite après. Si on parle de Cuba, vous avez parlé tout à l'heure de prospection. La prospection systématique n'existe pas à Cuba. Ils ont des écoles primaires. Ils ont 3 fois l'éducation physique par semaine. À Cuba, les petits sortent avec une bonne souplesse, avec une bonne coordination, avec une bonne vitesse, parce qu'ils ont travaillé pendant 6 ans. C'est de la bonne pâte. C'est la bonne pâte. Ce matin, on a parlé de ça. Il parlait quand tu es entre 6 et 12 ans, c'est des zones, jusqu'à 14 ans, c'est des zones sensitives. Il y a des moments où tu dois développer la vitesse, il y a des moments où tu dois développer l'équilibre. On appelle ça l'entraînabilité, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on doit entraîner facilement en ce moment-là, entre 5 et 6 ans maintenant, etc. Qu'on ne peut plus rattraper après. Très bien, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sport. L'éducation. Allez-y, dites-le, sport obligatoire à l'école. Obligatoire à l'école. On parle de sport scolaire. Il n'y a pas de sport scolaire, il y a la compétition scolaire. Le sport scolaire, enfin l'éducation physique scolaire n'existe pas. C'est une question de santé publique, le sport. Si, on m'a 3 fois par semaine. Vous êtes professeur dans une classe d'école à Cuba. Au bout de l'année, tu as 30 élèves. Tu vas savoir qui est le plus rapide, qui est le plus souple, qui est le plus coordonné. Après,
à 12 ans, ils partent dans des écoles de sport spécialisées. C'est-à-dire le boxe ou l'athlétisme, parce qu'ils savent. C'est-à-dire que l'école fait le... Ils savent. C'est-à-dire à la fin d'une année scolaire, l'école fait déjà le tri. Chaque année, ils font début et fin, ils déroulent des tests. À peu près, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 5 ou 6 tests qui reviennent chaque fois. Au bout de 6 ans, le boxeur l'athlète celui qui va faire le basket etc. Puis, ils ont des écoles de sport spécialisées avec des enseignants, excusez-moi, de très haut niveau. Et sans vraiment de moyens. Sans vraiment de moyens. Parce que, si tu vois le PNB, ils ont 10 fois plus, 15 fois plus. Djabir, vous voulez dire quelque chose, Djabir? Oui, je voulais revenir sur les infrastructures. Ammar, il est bien au courant de cela, parce que quand il y a eu à l'époque l'ancien ministre Gia, c'était là où il y avait la politique de lancement des infrastructures. Et à cette époque-là, il y avait une bonne intention de partir sur le développement de ces centres-là. D'ailleurs, il y a eu celui du Baz, de Sekrad, il y avait plein de trucs, de Stifta aussi, il y en avait plein. Mais après, le problème, c'est qu'on a toujours tiré la sonnette d'alarme, c'est qu'on n'a pas de gestionnaire. Boras lui-même était conseiller de ministre, Bouguermouh aussi, moi-même, on est tous passés chez des ministres, on a tous dit on doit faire des formations, on doit former des gens pour gérer ces infrastructures. À ce jour plutôt, il n'y a personne. Personne n'a fait ça. On n'a pas des gestionnaires d'infrastructures sportives. On ne parle pas d'un gestionnaire de... Voilà. Une infrastructure sportive dédiée au haut niveau, c'est pas la même gestion qu'une salle de sport de proximité. On est bien d'accord. Donc, comme disait tout à l'heure Ammar et moi, c'est que il y a plein de choses de vie sociale, de vie normale d'un athlète de haut niveau qu'il faut mettre en place. Et ça, il faut les connaître. Et si on ne s'est pas formé pour cela, on ne le saura jamais. Ça veut dire qu'on va revenir à ce que tu disais, Riyad, c'est que c'est une question de mentalité. Les gens chez nous, c'est malheureux de dire des choses comme ça, mais c'est une vérité. Je suis directeur, je connais tout. On ne cherche pas à évoluer. On ne cherche pas à évoluer. Ça, c'est pour les infrastructures. Pour la détection, Riyad, c'est malheureux. Ça a été dit. C'est bon. Boras a tout dit. C'est qu'aujourd'hui, le sport scolaire, on l'a délaissé. Au-delà de ça, même le sport universitaire. Il n'existe plus. Et ça aussi, c'était un des points phares du président de la République. Revenir à un sport scolaire. Et ça n'existe pas. Je ne vais pas dire ça n'existe pas, ça n'existe plus. Mais Riyad, c'est le problème, c'est que regardez, quand le président de la République est venu, il a imposé des directives. Mais il n'y a rien qui a été fait. C'est malheureux de dire les choses comme ça. Je ne suis pas en train de tirer sur des gens, mais c'est une vérité. Il n'y a rien. Moi-même, je suis parti au ministère de la Jeunesse et des Sports. Dernièrement, avant de faire opérer, une personne me dit qui vous êtes. J'ai fait un rapport au ministre. Jusqu'à ce jour, aucune réponse pour tout dire. Ça, c'est une vérité. Mais moi, je ne vais pas crier, voilà, c'est malheureux. Je vais au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le DRH, il me dit, vous êtes qui? Je me présente, il dit, on a plein de champions en Algérie. C'est une vérité, Riyad. Alors, imaginez alors les autres sportifs qui sont encore en train de venir ou de naître dans le sport. En devenir, oui. Donc, voilà, donc pour te dire à peu près la mentalité de l'administration sportive algérienne, comment elle est. Alors, il y a le plus grave encore, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a des centres, c'est vrai qu'il y a le matériel pour comment dire, pour les concours. Il manque le matériel pour l'entraînement. Pédagogique, le matériel pédagogique. Oui, parce que spécifique. Ouais, les perches, bon, parce qu'un perchiste, il n'a pas besoin que de perches. Il a besoin de trampoline, il a besoin d'une salle de gymnastique. Voilà, d'une salle de gymnastique et tout. Voilà, c'est tout un environnement. Et c'est malheureux. Pourquoi? Parce que si on prend une équipe de football... 5m50, Cherabi, il était obligé d'emprunter ça. C'est le football, il a emprunté... Je vous donne raison. L'athlétisme. Oui, mais je comprends. Football, c'est chaque semaine, il faudra dire... Mais écoute, mets de l'eau à ton moulin. Cherabi, il s'est fait prêter une perche d'un athlète allemand pour pouvoir battre le record d'Alger. Un record de 30 ans. Mais il n'avait pas la perche pour. Ok, par exemple, on prend l'olympisme. Une délégation de football aux Jeux Olympiques, c'est minimum 35 personnes pour
une seule médaille éventuelle, potentielle. Alors qu'en athlétisme ou en boxe ou en judo, on peut prendre 5 athlètes avec le même entraîneur, le même physiothérapeute, le même manager. Pour 5 athlètes. C'est-à-dire 10 personnes pour 5 médailles potentielles. Pour pouvoir réussir, il faut une stratégie. Est-ce qu'un président de fédération, il dit voilà la stratégie, voilà ce que le pays veut, jamais de la vie. Il dit un DTN, il va dans une fédération, il dit voilà, une stratégie, c'est tu vas faire du sport de base, tu vas sur le sport les sports, les courses le dimanche, etc. Tu vas faire du sport de haute performance ou de performance. C'est des choses très, très, très différentes. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire au départ, tu ne pourras pas. Il y a un ministère des Sports, peut-être il ne sait même pas quelle est la stratégie pour pouvoir gagner une médaille olympique. Ou bien, quelle est la stratégie pour pouvoir mettre des gens dans la rue. Vous exagérez pas un peu là? Non, je n'exagère pas. Là, j'exagère pas. J'ai discuté avec 20 ministres. Enfin, moi, je vous pose la question. Non, mais j'exagère pas, franchement. Il n'y a pas de véritable stratégie mise. Quand tu regardes Cuba, Cuba ont une stratégie. Avec leurs moyens, ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie. Et ça paye. Pour gagner un Tour de France, c'est un Tour de France. De cyclisme. C'est comme si tu gagnes 5 médailles d'or olympiques. C'est la troisième plus grande. La Croatie, la Serbie, des maillots jaunes. Mais c'est ça, Mahmoud. C'est la troisième compétition sportive au monde après les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. Ça dépend, troisième en quoi? Troisième, ça veut rien dire. La plus médiatique, la plus médiatisée au monde. En diffusion, oui. En diffusion. Après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. J'étais président, j'étais président. Je n'aime pas beaucoup les courses sur route. J'ai tablé sur les courses sur route parce que tu agresses les gens chez eux, dans la rue. Tu peux avoir des sponsors. Un sponsor, il dit que pas parce que tu fais une compétition de stade. Parce que tu passes par son village, par sa ville. Par son village, par tout te voit, la télé, etc. J'ai voulu avoir de l'argent de cette manière, puis le redistribuer dans les ligues, etc., aux athlètes. Tout ça est mort. Alors c'est la fin, je suis obligé, on a même débordé, c'est passionnant, l'athlétisme. On pourra faire une deuxième. On peut en faire plusieurs, et croyez-moi, Mokhtar Hammani qui, lui, ne se privera pas également de parler d'athlétisme. Les Jeux, nos Jeux méditerranéens arrivent. D'ailleurs, c'est ma dernière question, rapidement, c'est peut-être pour conclure. Quelles sont les chances de l'athlétisme dans les JM et quel sera le niveau de la compétition de l'athlétisme à Oran? Non, je pense qu'il y a... Dans un peu plus de 100 jours, hein, on est à 100 jours déjà. Les championnats du monde vont être dans 15 jours après les Jeux. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des athlètes qui vont choisir... Venir s'échauffer ici? Non, peut-être qu'ils ne viendront pas du tout. Sur une superbe piste, hein, ils peuvent ne pas... Non, la piste, à Monaco, il y a une bonne piste, à Zurich, etc. Non, il y a des gens qui veulent peut-être pas venir. Mais nos athlètes, nos médailles de chance, peut-être qu'on a 3 ou 4, on a les coureurs de 800 mètres. Qui peuvent avoir une médaille. Le 800 on a Triki qui peut avoir éventuellement une médaille d'or. La Houlou qui est dans le vous savez, dans le podium. Moi, on dit podium, mais médaille d'or aux Jeux méditerranéens, je pense que c'est à notre portée. Et Triki, elle est largement à sa portée. Il est de niveau mondial, Triki. Il peut avoir une médaille au championnat du monde. Ou Alors, juin présence du Portugais. Si le Portugais voilà. Alors, juin 2022. Portugais, quel Portugais? Championnat du monde portugais, je me dis. Oui, il va choisir, voilà. Qui est cubain. Alors, voilà, comme beaucoup. Alors, juin 2000. L'adversaire de Rahouli. Pardon, excusez-moi. La Houlou. Il est cubain aussi. Alors, rapidement. Les Jeux méditerranéens, juin 2022, août 2024, est-ce que Oran, c'est une bonne préparation ou début de préparation pour ceux qui veulent un podium à Paris? Ça va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire après Oran. Ça va nous donner les renseignements nécessaires pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour un championnat. En tout cas, vous reviendrez sur ce plateau et vous serez avec nous pendant le Méditerranéen. Djabir, j'espère que vous serez aussi avec nous à Oran pendant ces Jeux méditerranéens. Merci. Djabir, c'est trop cool. C'est trop cool. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez le temps de vous entraîner. Nous, la télé, c'est très court, c'est 52 minutes et on a débordé. Vous donnerez la marque de vos lunettes à Djabir, il a adoré. Hein, il me disait ça tout à l'heure en antenne. Merci Djabir, je vous donnerai la marque. Merci Amal, merci Faïd, merci Mahmoud qui n'arrête pas de me chambrer. D'ailleurs, je le vire bientôt. C'est une des objectifs. C'est un objectif de l'émission. Merci Djabir. Merci à Mokhtar Hammani qui nous a accompagnés derrière la vitre à la régie. Merci à tous.
se retrouve mardi prochain et jeudi également pour l'événement, les 100 jours avant les Jeux. Et Canal se met à l'heure des Jeux d'Oran. Bonsoir.